Ravi de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Vous êtes bien sûr Gabon 24 et l'émission c'est Multisport 24. La thématique de la première partie, nous discuterons de la concertation des acteurs du football gabonais pour la relance des championnats nationaux de football masculin et féminin. Je ne suis pas seul. Avec moi sur ce plateau, j'ai Madame Odile Andrea Osawa Bonga, qui, elle, est présidente de la Fédération gabonaise, on va dire, de football, mais surtout en ce qui concerne le pan féminin. Et à ses côtés, nous avons donc notre consultant maison qui est John Fitzgerald Zue. Merci d'être venu et Mbolo Samba à vous tous. Voilà, Mbolo Samba, madame, et Mbolo Samba aussi à la presse. D'accord. Alors, Madame la Présidente, vous savez de quoi il est question. Avec nous, vous avez répondu présent pour pouvoir un peu parler des réalités que vous connaissez bien, donc les réalités du football féminin aujourd'hui. La question que j'ai envie de vous poser en coup de pied direct, c'est comment ça se passe, le football féminin aujourd'hui? Alors, je vous remercie déjà pour votre invitation à cette émission. C'est nous qui vous remercions. Alors, je partirai tout de go de la dernière actualité, donc. Oui, tout à fait. Qui est la sortie des Panthères féminins, qui viennent d'être éliminés à la CAN, aux éliminatoires de la CAN, là, Botswana. Alors, tous nous savons ce qui s'est passé et les gens ont tendance à croire que c'est de la compétence de la Ligue nationale de football féminin de gérer l'équipe nationale des Panthères A. Non, il n'en est rien. D'accord. C'est de l'ordre de la Fédération gabonaise de football. Oui. Voilà. Et donc, quand on a élagué ce problème-là, on arrive tout de suite à la Ligue nationale de football féminine. La Ligue a été récemment créée, donc en 2022, en novembre 2022, oui. Et il est vraiment une des recommandations des assises de football qui ont eu lieu à Kanda en mai 2021. C'était l'une des recommandations de ces assises-là qui ont fait en sorte que le ministre en charge des sports prenne un arrêté qui, en son article 7, demandait à la fédération de mettre en place cette ligue. Ce que la fédération a fait en mettant en place une commission ad hoc qui s'est chargée de la mise en place de la ligue de football féminin. Okay. Donc on existe depuis novembre 2022. Et notre projet, au départ, était de prendre une année pour implémenter la Ligue. Okay. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme on le souhaitait. Et nous avons reçu un peu l'ordre d'ouvrir le championnat au cours de la saison qu'on avait déjà vachement entamé. Ce qui fait que, profitant du mois de mars, qui était un peu le mois dédié aux droits des femmes, nous avons ouvert donc, lancé le premier championnat de football féminin au Gabon. D'accord. Alors, juste à vos côtés, donc on a notre consultant maison John Fitzgerald. John, tu connais le dossier. Le football chez les femmes, on va dire comme ça, c'est pas très les difficultés rencontrées, ce que vivent les femmes, c'est pas très ce que rencontrent les hommes aujourd'hui. Vous avez suivi un peu cette compétition-là. Quel est votre regard justement de la situation actuelle? Justement, elle a bien dit tout à l'heure qu'à l'heure où la Ligue était en train d'être mise en place, donc qui était en train de poser ses différents jalons, tout de suite, il a été question qu'elle organise le championnat. Alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas cette expérience-là ou cette expertise-là également et qu'il fallait d'abord, au préalable, commencer d'abord, comme j'ai dit tantôt, poser les jalons d'abord et ensuite voir dans quelle mesure organiser le championnat. Et si vous avez pu voir lors du match d'ouverture, Mwinda, je pense que c'était Mwinda contre Nyangou, il y avait eu un score fleuve lors de ce match-là. C'est dire preuve qu'il y avait un écart considérable entre les équipes qui se préparaient déjà à l'avance, parce qu'on savait que le championnat devait se faire. Donc certaines équipes étaient déjà préparées à l'avance et d'autres pas. Donc ça a fait en sorte qu'il y ait ce petit écart-là de niveau, en termes de niveau bien sûr des différentes équipes. Mais le gros avait été fait depuis la task force. Malheureusement, on n'a pas pris au préalable ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire avoir d'abord les bonnes bases sur le plan juridico-administratif et ensuite, mais également sur le plan de la formation des formateurs en ce qui concerne le football féminin pour après la suite mettre en place un championnat qui malheureusement n'a duré que 4 journées. D'accord. Nous aurons donc l'occasion d'en discuter tout au long de cette première partie, mais avant, je vous laisse suivre cette ITV du football sur la situation, la consultation donc en 24 ans pour en ce qui concerne donc les résultats et surtout les attentes. Regardez.
Vous avez privilégié l'intérêt général et transcendé les égoïsmes pour atteindre les résultats auxquels vous êtes parvenus. Pour ma part, je vous garantis de la transmission des présentes résolutions à Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en vue de leur mise en œuvre effective. Voilà, Madame la Présidente, on sait déjà que cette task force a rendu ce qu'elle a pu rendre comme affiche, mais au regard de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous battez pour exister? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir, ce que vous faites aujourd'hui, quand on sait que il y a même le minimum, on va dire comme ça, vous l'avez pas, on ne sait même pas où est-ce que vous êtes situé, on va le dire, en termes de siège. Alors, je vous remercie déjà pour nous permettre de parler un peu de notre situation difficile. En effet, depuis notre mise en place en novembre 2022, nous nous sommes battus pour avoir un siège qu'on n'a jamais obtenu. Nous avons préparé le championnat dans des conditions assez difficiles parce que nous avons d'abord été logés au sein de la LINAFP. Donc, mais devant un peu les difficultés de nous déployer, parce qu'on avait juste un petit bureau, nous avons été envoyés après par le ministère au Palais des Sports. Mais à peine on avait commencé, avec tout ce que cela impose comme difficulté, hein, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons rien du tout pour travailler. N'eût été le seul ordinateur et la seule imprimante que la fédération a bien voulu nous donner en termes d'accompagnement, ce qui semblait assez peu. Mais bon, on s'en est déjà contenté, on s'en est d'abord contenté. Donc, nous avons préparé le championnat dans ces conditions-là. Nous avons quand même pu lancer le championnat avec l'aide de la LINAFP. Nous n'avons eu aucun financement. Donc, vous imaginez un peu les difficultés. Bon, les matchs de début ont été lancés. Nous avons joué jusqu'à la 7e journée, jusqu'à ce que les clubs nous disent, n'ayant aucun financement de l'État, on ne peut plus continuer. Tout à fait. Donc, ils n'ont pas eu leur subvention. Nous, de notre côté, on a saisi donc la lettre des clubs et nous avons écrit à notre tour à nos différentes tutelles, c'est-à-dire le ministère puis la fédération, en leur disant que même si les clubs demandaient à reprendre maintenant, nous, on ne pourrait pas continuer parce qu'on n'a rien du tout comme financement et que c'est complètement difficile de travailler dans ces conditions-là. Vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, que vous devez être notamment épaulé par la LINAF, mais c'était sur quel plan financier, technique Mais tout. N'ayant rien, la LINAFP a pris sur elle de mettre à disposition, de mettre à notre disposition même le matériel basique, vous voyez, c'est-à-dire des ballons au stade, des filets, des tableaux de changement. On n'avait rien, malgré le fait qu'on ait demandé tous ces instruments, ce matériel à la fédération, nous n'avons rien. Donc, c'est le matériel de la LINAFP que nous avons utilisé. Ils ont pris tous leurs prestataires pour les mettre à notre disposition pour pouvoir transporter nos équipes d'une province à une autre, jusqu'à ce que, à leur tour, ils reprennent la compétition. Parce que pendant qu'ils le font, ils sont en arrêt, hein, quand ils nous viennent en aide. Ils sont en arrêt. C'est ce qui nous a permis justement de lancer notre championnat. Mais lorsqu'il était question chez eux de reprendre la compétition, ils nous ont demandé de nous prendre en charge. Alors, vous imaginez la difficulté, ce qui fait qu'on a commencé notre championnat, mais à crédit. Et là, ce n'était plus le crédit vis-à-vis de la LINAFP, c'était maintenant le crédit directement vis-à-vis des prestataires. Tout à fait. Donc, c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous avons signé des conventions de partenariat avec des prestataires sans un franc. Et aujourd'hui, nous sommes redevables. C'est donc la difficulté que nous avons en ce moment. Alors, John, justement, on a vu la task force s'est réunie, il y a eu des gens attendent justement des réactions, des gens attendent justement la résolution de tout ce qui a été dit. Mais comment aller vers cette situation quand on sait que peut-être des charrues ou les bœufs ont été mis justement de façon un peu... Justement, la charrue a été mise avant les bœufs. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le football féminin ne s'était pas encore pratiqué au Gabon de façon véritable. Il n'y avait pas eu un championnat à pôle unique. Ça s'était jamais passé. Bon, maintenant, quand on sort de la task force, il y a un certain nombre de recommandations qui avaient été prises. C'est-à-dire comment financer le championnat, comment aider les clubs à pouvoir s'autonomiser, mais également à s'autofinancer. Il devait y avoir également un comité de suivi
qui devait être derrière les clubs pour voir ce qui devait se passer en termes de dépenses, des entrées et autres, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Parce qu'on s'est dit, bon, on va faire plaisir à X ou à Y, on organise un championnat, on le fait, mais non. Il faut prendre en compte aussi le fait de la préparation également physique des différentes joueuses. Parce qu'une saison, ça se prépare. Ça ne se prend pas sur un coup de baguette magique. Donc là, ça a été plusieurs erreurs qu'on a eu à commettre pour ce championnat-là, qu'il va falloir bien sûr prendre des différentes résolutions pour que cela n'arrive plus et qu'on puisse avoir un véritable championnat sur le plan professionnel, championnat féminin, je veux bien dire. Maintenant, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le football féminin, qu'on le veuille ou pas, est en train de prendre une autre dimension, aussi bien sur le continent que partout dans le monde, partout ailleurs. On regarde un tout petit peu comment ça se passe du côté du Maroc ou en Afrique du Sud. Donc des sélections qui participent régulièrement au championnat, aux coupes continentales, mais également différents clubs, comme on a pu le voir. La Ligue des champions qui s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il va falloir qu'avec les nouvelles autorités sportives, on mette sur pied un véritable plan de fonctionnement du football féminin pour pouvoir rivaliser avec d'autres écuries sur le plan continental. D'accord. Madame la Présidente, au regard de ce qu'on a vécu, la task force est là, il y a des attentes aujourd'hui. On devrait commencer par quoi exactement, ce qui concerne votre pan aujourd'hui? Alors, merci. Vous permettez que je revienne un peu pour compléter ce que le présentateur dit. En fait, si vous voulez, en matière physique, je pense que les filles se sont assez préparées. Les clubs ont vraiment préparé ce début de championnat avec tous les moyens qu'ils avaient. Les filles ont été préparées physiquement. On a vu le spectacle que nous avons reçu dès le premier match. Le score, je pense que le score a été un faux pas parce qu'on a vu par la suite, c'est des jeunes équipes qui ont commencé le championnat. Donc, ils n'avaient pas trop l'expérience un peu de cette grande compétition. Mais on a vu quand même des premiers matchs qu'il y a eu dans cette journée que nous avons organisée. On a vu vraiment des filles techniques, des filles préparées physiquement. Et parce que même en regardant notre calendrier, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas trop fait la part des choses à ce que les équipes se reposent entre deux matchs. Nous avons vu, par exemple, l'équipe de Bellinga, qu'on a fait voyager 2 fois au cours de la semaine, d'une province à une autre, sans vraiment beaucoup de repos. Journées, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a eu tout ça, mais on a vu que les filles étaient en jambes. Je ne pense pas que la préparation ait posé problème, parce que les clubs s'étaient mis il y a certains présidents qui s'étaient un tout petit peu plaints du timing, un tout petit peu de cette... Parce qu'ils n'ont pas pu faire les rodages qu'il fallait faire pour permettre à ces différentes équipes-là d'être prêtes, aussi bien sur le plan tactique, physique que technique. C'est vrai, mais il y a eu quand même cette attente-là qui, au bout d'un moment, c'est eux qui nous sollicitaient. On commence quand? Parce qu'on a regroupé les filles depuis un moment, on s'entraîne. Quand est-ce qu'on commence? Mais je ne pense pas que ce soit le problème à ce niveau-là. Ils avaient préparé les filles quand même assez bien. Moi, je pense plutôt, quand vous avez abordé le problème du comité de suivi, le comité de suivi appelé la task force a été mis en place. Mais on ne lui a pas permis de travailler comme il fallait. Il a été mis en place, des réunions ont très bien commencé avec toutes les parties prenantes, mais au moment de faire des points, au moment de donner leur avis sur certaines choses, comme le démarrage, par exemple, du championnat de Ligue 1, mais le comité de suivi n'a pas été écouté, consulté, pas du tout. Donc, au fur et à mesure que ça a avancé, le comité de suivi s'est éteint de lui-même. Parce que ne pouvant pas s'exprimer ni auprès du ministre, ni les acteurs qui étaient concernés par cette mise en place du championnat, c'est-à-dire la LINAFP, la fédération, mais plus personne ne venait aux réunions du comité de suivi. Donc, le comité de suivi n'a vraiment pas pu faire son travail jusqu'à terme, quoi. D'accord, Madame la Présidente, on l'a bien compris. Les réformes engagées n'ont pas vu le jour. Aujourd'hui, le patron du sport est monté au créneau pour dire que tout ce qui avait été décidé, les difficultés rencontrées et tout ce qu'il y aura à faire va être remis à acquis de droit, donc au plus haut niveau, pour que des solutions puissent être trouvées. Aujourd'hui, qu'on en est là, vous rêvez de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous entendez maintenant? Les attentes. Donc, samedi dernier, comme vous le savez, nous avons été appelés à une concertation par le nouveau ministre. Bon, on peut comprendre la concertation dans le sens où le ministre arrive, il veut comprendre un peu faire un peu un état des lieux. Mais tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait, moi je trouve qu'on le retrouve dans les assises qui ont eu lieu en mai 2021. Parce qu'il y a eu 3 ateliers à cette concertation-là. Le premier atelier concernait la structuration des clubs.
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là. On a vu les rapports là, de ce qui est sorti au terme des 3 heures de travail samedi dernier. Mais tout avait été déjà dit aux assises de mai 2021. Il suffisait seulement de les mettre en pratique. L'atelier numéro 2, il ne s'est pas agi du modèle économique. Parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que parler de finances, de budget. Comment le championnat peut se démarrer aujourd'hui? Quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour démarrer les championnats à ce jour? Donc, il a fallu regarder tout ce qu'il y avait comme antérieur par rapport aux finances, ce qu'il y avait à faire, ce qui devait être fait par rapport au budget présenté pour redémarrer les championnats et comment est-ce qu'on devait trouver de l'argent pour financer ces championnats. Donc, moi, je pense que toutes ces solutions-là étaient déjà dans la réforme, dans les recommandations des assises. Il suffisait seulement de les mettre en application, ce qui n'a pas été fait jusque-là. Justement, par rapport à cette constatation, John, qu'est-ce qu'on peut relever aussi quand on sait que les difficultés ne concernent pas seulement le football féminin, mais le masculin également? Justement, c'est le fait de pouvoir discuter entre toutes les différentes parties. Pour ceux qui ont pu écouter Brice Mbika-Njambo, avec lequel on a pu échanger. Donc, il a été question du fait que la saison écoulée a été, on peut dire, un échec. Pourquoi? Parce que les différentes parties, c'est-à-dire les footballeurs, les entraîneurs, les arbitres, mais également le ministère, personne ne s'est réuni pour pouvoir discuter. Parce qu'ils étaient confrontés à certaines petites difficultés du fait que les joueurs n'étaient pas payés. Parce que également les clubs n'avaient pas reçu de subventions. Ça avait été très difficile pour ces différents clubs-là. Là, on parle du football masculin, bien sûr, championnat national. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu la mutualisation des charges. Ça a été bien fait, ça a été bien pensé, ça a été bien mis en application, mais sauf que derrière cela, il fallait payer les joueurs, chose qui n'a pas été faite. Les clubs s'étaient réunis justement après pour dire nous allons arrêter le championnat, d'autant plus que les joueurs réclament leur salaire et nous ne pouvons pas le leur accorder. Nous sommes obligés d'arrêter parce qu'on a un seul pourvoyeur de fonds, c'est l'État, c'est le ministère des Sports. Maintenant, il va falloir qu'avec le nouveau ministre des Sports, qu'il y ait des discussions franches entre toutes les différentes parties. Et comme Brice Mbika-Njambo l'a dit, et pour ceux qui ont pu suivre l'actualité, il demande à ce que chaque fois qu'il y aura un souci qui va se présenter, que toutes les différentes parties se réunissent pour toujours discuter et trouver la solution. D'accord. Peut-être aussi pour le football féminin, avec Madame la Présidente, aussi savoir, est-ce qu'on a aujourd'hui assuré, on a toutes les assurances que ça va bien commencer pour terminer en plus? Bon, le problème, c'est d'abord de savoir quand est-ce qu'on va débuter. Voilà. C'est d'abord là. Est-ce que les clubs sont déjà en train de s'entraîner, se préparer pour ça? Voilà, parce que pour toute équipe professionnelle, il faut d'abord au moins 3 mois de préparation au préalable pour être prêt physiquement, pour avoir des conditions, justement, des attitudes physiques, pour pouvoir tenir toute une saison. Parce qu'une saison, ça peut durer 9 mois en temps normal. Maintenant, avec tout ce qu'on a maintenant, il va falloir qu'on puisse d'abord, au préalable, régler la dette des joueurs. C'est d'abord ça qui est d'abord le plus important. Parce que qu'on le veuille ou pas, les différents joueurs ont eu des saisons assez compliquées. Ces 4, voire même 5 dernières saisons étaient des saisons très compliquées, surtout sur le plan financier. Maintenant, il va falloir d'abord régler ces différents salaires-là. Au moins, ne peut-être pas éponger tout, mais éponger au moins une partie de la dette. Et pour ceux qui suivent l'actualité, on parlerait bien sûr entre 10 milliards, 19 milliards pour pouvoir régler un tout petit peu, non seulement pour payer 3 milliards de dettes, mais également 7 milliards pour que le championnat se joue convenablement jusqu'à la fin. Le football féminin est concerné, madame, dans ce montant? Le football féminin est concerné. Comme je le disais tantôt, nous avons commencé à crédit. Donc, tout est à payer au football féminin. Et pour pouvoir continuer, recommencer, reprendre ce championnat, redémarrer ce championnat pour la nouvelle saison 2023-2024, il va falloir déjà éponger tout ce qu'il y a eu comme dépenses faites. Et en plus de cela, je disais, non seulement la date de démarrage ne peut pas être connue, parce qu'il y a des préalables qu'il disait tantôt, mais en plus, il y a tout à faire. Nous, il nous faut déjà notre siège pour travailler. À partir de ce moment-là, je ne sais pas comment on va préparer le championnat dans de bonnes conditions. Là, on a eu à préparer les budgets, les projets de budget, les projets de calendrier, parce que pour les soumettre à la nouvelle entité que nous avons, donc la nouvelle tutelle. Mais c'était dans des conditions vraiment que je ne me vois pas en train de commencer un championnat dans ces conditions-là, où il va falloir partir d'un bureau à un autre pour faire des copies, alors quand on sait bien tout le travail qu'il y a à faire derrière. Donc, il y a déjà le problème de notre siège qui se pose, qu'il va falloir régler assez rapidement. Puis maintenant, il y a le budget mis à notre disposition pour pouvoir fonctionner. Sans ça, et organiser le championnat, sans ça,
nous ne pourrons pas démarrer. D'accord. D'accord. Alors, le football, c'est aussi donc sur le plan du continent. On parle donc du tirage au sort de la CAN 2023. Un tirage qu'on qualifie de titanesque. Donc, je vous propose de regarder cet élément et on se retrouve juste derrière. La CAN en Côte d'Ivoire aura des allures de choc des géants. Pour ce 34e rendez-vous de la plus grande messe du football africain, tous les groupes sont relevés. Difficile de dégager un vainqueur, mais au regard des prestations des grosses écuries lors des qualifications, le Maroc part avec les faveurs des pronostics. Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes du dernier mondial, au Qatar, ont surpris tous les observateurs du football. Premier pays africain à atteindre ce stade de la compétition, le Maroc n'est plus une équipe à négliger. Walid Regragui et ses joueurs sont bien conscients qu'ils seront attendus en Côte d'Ivoire, dans la peau du futur vainqueur. Cependant, le sélectionneur marocain a lui-même désigné l'Algérie comme le favori du tournoi. En effet, les Fennecs se sont considérablement renforcés en faisant revenir des joueurs binationaux comme Amine Gouiri ou encore Oussem Aouar dans leur rang. L'équipe dirigée par Djamel Belmadi a un effectif qui fait rêver, en plus d'avoir Riyad Mahrez comme capitaine de la sélection. Champion en 2019, puis éliminé au premier tour de la dernière CAN au Cameroun, l'Algérie voudra se refaire une santé au pays des éléphants, qui eux attendent chaque adversaire les pieds fermes. La Côte d'Ivoire, qui accueille le tournoi, a elle aussi apporté du sang neuf dans son équipe avec son leader d'attaque Sébastien Haller. La nouvelle génération veut pouvoir succéder à l'ancienne dans les règles de l'art. Quoi de mieux qu'une CAN organisée à domicile pour détrôner la génération des Drogba, Yaya Touré et Gervinho. La jeune garde ivoirienne aura pour guide l'expérimenté Serge Aurier comme capitaine de l'équipe et un coach de renom en la personne de Jean-Louis Gasset. Dans leur groupe, les Ivoiriens auront fort à faire avec l'une des équipes les plus difficiles à manœuvrer. Le Nigeria, les Super Eagles ont un effectif pléthorique en attaque et des noms qui font peur aux défenseurs. Grand artisan de la qualification de sa sélection, Victor Osimhen est un attaquant redoutable. Il est accompagné d'autres joueurs à l'instar de Taiwo Awoniyi ou encore Victor Boniface, la terreur actuelle de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, dont il est le serial killer. Le Cameroun n'est pas un élément à négliger dans cette CAN. Le quintuple champion d'Afrique veut retrouver son trône qu'il avait reconquis en 2017 au Gabon. Les Lions indomptables ont eu beaucoup de peine à exister chez eux lors de la 33e CAN. Ils arrivent en terre ivoirienne pour redorer leur blason. Mais ce ne sera pas facile, puisque le Sénégal, champion d'Afrique en titre, se dresse sur leur chemin. Les partenaires de Sadio Mané sont sur le toit du continent et se lavent dans toutes les catégories, et cette hégémonie est à l'heure actuelle sur une dynamique qui sera difficile à bousculer. Les Lions de la Teranga sont sur une pente ascendante et le football sénégalais n'est pas prêt à rendre ses couronnes. Des couronnes que l'Égypte et le Ghana veulent reconquérir à tout prix. Les Pharaons n'ont plus soulevé le trophée depuis 2010, tandis que les Black Stars ont perdu 2 finales en 2010 et 2015. Les duels de cette CAN seront âprement disputés. Nul doute que les batailles seront rudes pour toutes ces équipes qui n'ont qu'une seule ambition, succéder au Sénégal. Alors John, par rapport justement à ces tirages au sort, une compétition du côté de la Côte d'Ivoire qui va se faire, malheureusement, sans les Panthères du Gabon, écartées prématurément par les Mourabitoun. Et aujourd'hui, même si on a une nouvelle équipe, on se projette déjà par rapport à l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette compétition qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire, qui sera quand même très intéressante, qui sera très relevée au regard justement des acteurs qui ont été retenus pour cette compétition? Ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les différentes équipes aujourd'hui se valent. Quand vous regardez un tout petit peu les Aigles du Mali, vous regardez le Six national de Guinée, vous regardez le Maroc surtout, qui part avec vraiment les faveurs des pronostics. Pourquoi? Parce que en termes d'infrastructure, de préparation, d'organisation même de ces différents matchs qu'elle organise, le Maroc est vraiment loin devant. C'est-à-dire sur le plan technologique, ils sont très loin. Sur le plan technique, ils le sont également. Maintenant, il y a les autres sélections également, comme le Nigeria, comme dit dans le reportage, qui apparemment ont une force d'attaque impressionnante. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le continent africain regorge de très bons buteurs. Vous pouvez également regarder du côté de la Côte d'Ivoire, où Sébastien Haller devient aujourd'hui la tête d'affiche de la sélection de la Côte d'Ivoire. Donc toutes les équipes aujourd'hui se valent. On est passé de 16 à 24, ça fait déjà 3 éditions, ce sera la 3e d'ailleurs. Donc depuis 2019, on est 2021 et maintenant 2023, on est passé de 16 à 24 équipes. Ça veut dire que le niveau s'est un tout petit peu monté d'un cran. Maintenant, ce qu'on veut pouvoir encore voir un peu plus, c'est de voir des bons matchs, des bons chocs. Ça, on est sûr d'en trouver. Maintenant, le plus important dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ce serait que le football africain puisse rivaliser d'adresse avec d'autres sélections. Il va falloir maintenant que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations-là, la Côte d'Ivoire, elle a mis les infrastructures, elle a mis des bouchées doubles pour que ce soit une très belle fête. Et on va assister à une très belle fête. Maintenant, ce que l'on souhaite voir, c'est des buts,
C'est des bons matchs, c'est un super niveau. Tout cela, ce sera en Côte d'Ivoire d'ici janvier. Madame la Présidente, ce qu'on souhaite voir, c'est aussi un rêve du côté du football féminin, c'est de pouvoir y participer à de telles retrouvailles, mais ça devrait commencer aussi par un championnat national assez fort, dynamique et assez bien organisé aussi avoir surtout une ligue forte. Bien sûr. En effet, nous on s'est dit, jusque-là, on a donné toutes les chances au football masculin. Il y a une ligue féminine qui a été créée. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous donne les mêmes chances, sans discrimination, hein, parce qu'on est là chez les hommes tout aussi que les femmes, qu'on nous donne les mêmes chances. Et moi, je suis sûre qu'en nous préparant, on aspire vraiment à représenter le Gabon là où les hommes n'ont jamais été. Avec les mêmes financements, avec tout ce qui va avec, le même accompagnement, on pense que la Ligue féminine pourra donner des résultats assez satisfaisants assez tôt. D'accord. En tout cas, Madame la Présidente, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. Et puis, on sait que vous en rêvez déjà, mais surtout, comme nous discutions donc dans cette première partie, s'agissant bien évidemment de la concertation des acteurs du football gabonais, pour la relance des championnats nationaux de football masculin, mais aussi féminin dans le cadre de cette première partie. Donc, est avec moi sur ce plateau, donc, Madame Odile Andrea Osawa-Bouga et bien évidemment John Fitzgerald, consultant. C'est terminé donc pour cette première partie, mais on ne vous dit pas au revoir. On se retrouve justement dans le cadre de cette deuxième partie qui sera tout à l'heure seulement. Restez chez vous, ce n'est pas encore terminé. À tout à l'heure. Si c'est maintenant que vous nous prenez, sachez que vous n'avez quasiment rien raté. Nous sommes dans la deuxième partie de Multisport 24 et avec nous d'autres invités et non de moindre. Il s'agit de M. Ibrahim Adjakbe qui est lui, le président de l'association Gabonais Omnisport des Sourds. Monsieur le Président, merci d'être avec nous ce soir. Et à ses côtés, M. Walker Onanga qui est le coach des Panthères Souamiens. Monsieur le Président, coach, merci encore d'être là. Ça a été pour nous un privilège de vous avoir ce soir. Merci, c'est partagé. Voilà, on sait que donc, vous revenez des mondiales du côté de la Malaisie. Vous avez pris part à une compétition auquel tout le monde a vu un peu la prestance et surtout la qualité de vos prestations. Là-bas, vous avez représenté le Gabon, éliminé quand même en huitième de finale, il faut le dire. Il fallait le faire au regard de ce qui avait été mis en place comme moyen, surtout pour vous accompagner. On sait que ça a été difficile. Encore merci, Monsieur le Président, d'être avec nous ce soir. Merci. Voilà. Avant de poursuivre donc ce plateau spécial, on voulait suivre donc cette interview que nous a accordé le président de la LINAF. Il s'agit de M. Brice Bika Djambo, président de la LINAF, au micro de nos reporters. Regardez. Nous avons pensé qu'il fallait absolument et de manière assez urgente que chaque club puisse fournir un dossier juridique et avec des éléments administratifs afin que tout le monde puisse s'assurer de la régularité de leurs associations sportives, que chacun puisse présenter son récépissé provisoire ou définitif, son avis technique ou agrément technique et un ensemble d'autres éléments qui ont été répertoriés. Ces clubs devront les déposer 10 jours avant le démarrage du championnat national de première et deuxième division. Une mission de contrôle sera diligentée de manière assez rapide pour aller s'assurer de l'effectivité de l'existence des sièges des clubs ainsi que des différents terrains d'entraînement. Et toujours dans le court terme, il y a la question de la visite médicale. Visite médicale qui doit être faite à l'ensemble des acteurs, footballeurs notamment, pour que quand nous démarrons le championnat, tout le monde puisse l'avoir faite. Il n'est pas normal que certains clubs ne disposent pas dans leur structure des départements de formation de jeunes, des départements, on va dire, financiers, des départements médicaux, etc. Donc là également, il y a eu un ensemble d'éléments qui ont été reportés en termes de département pour que toutes ces personnes, tous ces clubs puissent s'arrimer et pour qu'on tende vers un organigramme standard. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions devenir professionnels à l'horizon 2024-2025.
Voilà, c'était donc l'entretien de la semaine. Nous revenons avec nos invités. On va commencer par vous, coach. C'est une expérience assez particulière. Qu'est-ce qui vous a véritablement marqué dans cette compétition, surtout dans cette Coupe du Monde du côté de la Malaisie? Ok, je vous remercie. Il y a quelque chose de très important par rapport à cette compétition. Nous devons d'abord revenir par rapport à l'historique. Dans l'histoire de notre pays, le Gabon va dans la Coupe du Monde. C'est écrit, c'est inédit. Ce n'est pas la portée de n'importe qui et ça nous a galvanisés afin de se préparer et nous avons travaillé. Mais vous connaissez les péripéties de la Coupe du Monde. Ce n'est pas des petites choses, c'est le grand chelem, c'est le haut niveau, mais le très haut niveau. Nous avons croisé beaucoup de monde là-bas et nous avons beaucoup appris parce que c'était un apprentissage pour nous. Monsieur Ibrahim Adjagbe, comment est-ce que ça s'est passé avec les garçons pour pouvoir les motiver pour jouer cette Coupe du Monde? Merci beaucoup pour cette question. Ce que j'ai utilisé comme mot aux joueurs, c'est de leur dire essentiellement qu'ils sont sourds, certes, mais leur objectif, c'est de jouer au football et qu'ils ont le privilège de participer à la Coupe du Monde et que par conséquent, ils doivent tout faire pour marquer leur pas et donc changer leur vie. C'est une occasion unique pour eux qui leur a été offerte. Donc je donne des conseils appropriés pour qu'ils puissent faire des efforts et qu'ils puissent avoir une vie meilleure dans l'avenir et que les portes puissent leur être ouvertes. Parce que beaucoup, malheureusement, ne font rien, n'ont pas d'activité. Donc cette activité sportive était une occasion pour eux de gagner leur vie. Et les entendants, n'est-ce pas, auraient désormais beaucoup de considération vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'on pense même déjà à une deuxième édition, de prendre part à une deuxième édition? Si oui, qu'est-ce qui est fait par l'association? Oui, effectivement, on pense à une deuxième édition. Parce qu'actuellement, nous avons décidé de mettre en place une organisation pour que les sourds puissent participer au championnat des valides, déjà. Et qui puissent véritablement progresser, qui puissent aller très loin. Et là, nous avons demandé au président de la Ligue pour que les sourds, ces joueurs, puissent y participer donc, à ce championnat. Et donc, quand ils vont jouer à ce championnat, ça permettra d'être davantage professionnels, de progresser et d'évoluer. Parce que beaucoup de ces sourds-là aiment le football et ils sont motivés, mais il manque la préparation, il manque le soutien. Et donc, nous continuons à travailler, à leur apporter notre modeste contribution pour qu'ils puissent véritablement s'épanouir. On est en train de travailler dans ce sens pour voir comment continuer dans les provinces, faire des détections des autres sourds, afin que ceux-ci puissent véritablement galvaniser l'équipe et continuer à progresser. On ira donc à Franceville, à Port-Gentil, c'est déjà fait. Il y a une personne responsable qui est déjà à Port-Gentil, le responsable qui a accepté d'accompagner ces jeunes sourds lors de la détection. Et aussi à Franceville, il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Donc nous sommes prêts et nous allons continuer à faire des différentes provinces pour travailler dans ce sens et encourager les jeunes sourds qui veulent véritablement intégrer la Coupe. Et donc cette Coupe du Monde nous a permis de gagner en expérience. Seulement que, bon, beaucoup ont pensé que c'était une coupe des sourds muets, non? Mais quand ils ont voyagé, ils ont vu d'autres équipes, d'autres malentendants. Ce n'était pas uniquement les sourds muets, c'était des malentendants, des sourds et malentendants qui ont participé à cette coupe. Et donc, ils ont fait beaucoup d'efforts pour apprendre et avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ici aussi, on a beaucoup de malentendants qui peuvent faire partie de cette équipe. Ouais. Mais beaucoup ont peur parfois parce qu'ils craignent le regard extérieur, alors que c'est possible qu'ils puissent justement jouer avec nous. Et donc cette Coupe du Monde nous a justement permis de comprendre toute cette difficulté-là. Okay. Et donc on va continuer à travailler pour l'avenir. Ok. Avec vous, coach, Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, c'est difficile d'avoir des jeunes qui s'intéressent au football dans ce cadre-là. Au sortir de là, comment maintenir la forme des garçons? Très bonne question. Nous avons décidé, l'association, le président et moi, en tant que responsable technique, que nous allons continuer à travailler. Travailler sur quelle base? Notre travail serait basé à récupérer tous ces petits. Ce n'est pas les mettre dans les clubs individuels, non.
nous voudrons inscrire cette équipe dans un championnat où, que dirais-je, Détroit, étant dans ce championnat de Détroit provincial, ça permettrait qu'ils peuvent jouer des matchs et régulièrement. Pendant que les autres tous sont en train de les voir jouer, d'autres pourront se manifester. On doit aller visionner et savoir que tel peut jouer dans tel poste et ça pourrait nous aider demain. Ils doivent jouer le championnat provincial. Tous les 19 joueurs. On a d'autres joueurs qu'on n'a pas amenés parce qu'ils étaient un peu malades et d'autres avaient leurs soucis, mais que cela ne tienne. Dans notre pensée footballistique, ils doivent jouer le championnat provincial. Nous avons tout un staff et nous visionnons et nous décidons tous. Je vous donnerai l'exemple. Pendant la Coupe du Monde, nous avons travaillé en symbiose. Je n'ai pas décidé seul. J'ai pris le temps de dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ça et ça? Et c'est ça qui a fait la force de notre groupe. Et c'est ça qui continuera jusqu'à demain. Que le nom de Dieu soit loué, peut-être on pourrait gagner aussi cette Coupe du Monde comme le reste, l'Ukraine a gagné. Pourquoi pas nous? D'accord. Il est vrai que l'Ukraine a gagné cette compétition. Alors, coach, si on parlait de faute, si on peut parler d'un péché, où est-ce que vous avez commis ce péché? Vous avez dit on pouvait aller loin, on pouvait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui a manqué? OK. Qu'est-ce qui a manqué? Parce que vous avez joué. Je vous en prie. Je commence d'abord ce qui a manqué de Libreville et je parlerai aussi de ce qui a manqué là-bas. On vous là-bas. écoute, coach. Au départ, ici à Libreville, nous avons déjà perdu l'espoir que nous ne partons plus. OK. De vous à nous. Nous étions déjà chaos technique que nous ne partons plus. Et dans un athlète de haut niveau, psychologiquement, on a perdu la partie. Parce que le football, ce jour-là, avait la tête. Et maintenant, si la tête a pris un coup, le cœur ne va pas accepter. Après Libreville, à -1, il nous restait 7 jours. Il faut appeler les choses comme ça, c'est dit. Il nous restait 7 jours. Je ne veux pas rentrer dans le problème politique. Je ne suis pas politicien, je suis technicien sportif. Exact. Dieu merci que le nouveau président a pris la place. Et passant du nouveau président au nouveau ministre, parce que l'ancien ministre avait dit qu'on ne part pas, il faut être franc, il faut dire la vérité. Mais à la sortie de là, tout a été déclenché pour 7 jours, de vous à moi. Vous avez 7 jours devant vous pour une compétition que vous avez déjà dit c'est fini, on ne part plus. Il faut encore déclencher des automatismes spirituels au niveau de son esprit. À lui dire, petit, oui, pose le cœur, on démarre, on part. Nous avons pris l'avion. À -1, nous sommes arrivés à la veille de la compétition. Les petits, ils avaient tout en eux, on avait préparé tout. Mais le côté psychologique et par rapport à la grande compétition et le grand chelem où nous étions, ce n'était pas facile pour eux. 1, la fatigue. De 2, le côté psychologique, il faut les remonter. Il faudrait encore les ramener à comprendre que non, c'est l'étendard national qui est en jeu. C'est le Gabon qui est en jeu. C'est la patrie là que nous sommes venus défendre. Réveillez-vous et jouez-moi ce match. Vous avez vu le match que nous avons gagné, le deuxième match contre l'Australie. De vous à moi, nous étions menés, non? Exactement. OK. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au vestiaire. Il n'y a que l'éternel Dieu qui a compris qu'il y a quelque chose dans ces petits. Donc, Monsieur le Président, on va se tourner vers vous, Monsieur Ibrahim. Aujourd'hui, c'est 8e de finale. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui maintenant? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour que ces garçons puissent, j'ai envie de dire, se balader dans toute la ville, se considérer comme aujourd'hui footballeurs dignes de ce nom, avec une tête haute, en disant qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pour élever les couleurs de l'équipe nationale? Bien, depuis que nous sommes arrivés, on continue à donner des conseils aux joueurs pour leur dire que vous n'êtes plus les mêmes d'hier. Il faut désormais continuer à penser professionnel et continuer donc à jouer au football, continuer à travailler, à vous entraîner. Et on a aussi préparé les différentes balades, l'organisation. Nous avons un contact avec des parents qui soutiennent justement ces joueurs, qui sont avec les joueurs et qui les soutiennent, qui leur donnent leur soutien. Et donc on attend, avec le temps, on va organiser beaucoup d'autres activités pour renforcer justement le talent de ces joueurs. Et on a la Coupe d'Afrique en 2024 déjà, que nous sommes en train de préparer. Peut-être ce sera au Nigeria ou en Égypte. Ça reste à déterminer. Moi, je vais voyager en novembre au Kenya.
pour participer à l'Assemblée générale élective. Donc à ce congrès-là, on va donc déterminer officiellement le pays qui va organiser la Coupe d'Afrique. Et donc là aussi, on aura la deuxième édition de la Coupe d'Afrique pour l'athlétisme. Voilà, des sourds. Il y a 2 sourds qui se préparent, ils sont actuellement au Cameroun pour l'entraînement. Et donc, on continue à travailler dans ce sens-là pour aider ces sourds à véritablement progresser et à évoluer. Toujours avec vous, M. Ibrahim, est-ce que vous avez eu des contacts sur le plan international? On sait que c'est une compétition. Y a-t-il des potentiels partenaires qui se sont rapprochés de vous peut-être, qui ont détecté, pourquoi pas, certains joueurs déjà talentueux? Si oui, est-ce qu'il y a eu ce genre de contact déjà? Oui, nous avons eu beaucoup de contacts. Par exemple, le gardien qui a fait une bonne prestation, le milieu de terrain qui a aussi bien travaillé. Nous sommes en train de travailler ensemble pour voir comment ils peuvent participer à ces différents clubs. Et donc, on prend cette responsabilité pour ces joueurs, pour ceux qui ont bien travaillé. Ils peuvent aller justement dans ces pays-là pour pouvoir progresser. Donc, on a beaucoup de contacts. D'accord. Alors, on parle donc là d'une équipe nationale et non des moindres. Qu'est-ce qui est, peut-être là, c'est ça en termes de conclusion, qu'est-ce qui est mis à votre disposition comme outil aujourd'hui pour pouvoir galvaniser les garçons? En termes de matériel, par exemple. C'est une équipe nationale, pour avoir un bus comme les autres Panthères du Gabon, par exemple, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce qui peut être mis par les plus hautes autorités, Monsieur le Président, pour accompagner ces garçons? En termes de bottines, en termes d'équipement, tout ça. Bon, actuellement, on a besoin d'avoir un siège déjà. C'est très important pour nous parce qu'on a beaucoup de difficultés pour inviter d'autres sourds déjà à l'international, pour organiser des réunions, des entraînements, pour notre matériel également, pour l'équipement. Donc on a besoin de cela. Et aussi le stade. On a parfois besoin de la disponibilité du stade. C'est difficile pour nous de chercher des stades. Et certains parfois refusent, d'autres acceptent. On adresse des courriers qui ne sont pas forcément acceptés. Donc c'est important qu'on tienne en compte ces différentes considérations pour nous permettre de voler. Les sourds qui sont en province aussi, on doit les inviter pour qu'ils viennent ici à Libreville. Donc si on a un siège, ça peut facilement nous aider à nous occuper, n'est-ce pas, de ces sourds qui viennent de partout. Parce qu'il y a des sourds qui n'ont jamais fait l'école, qui n'ont pas appris. Donc c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de leur inculquer quelques valeurs, le fanion, les règles de football. Donc nous faut un siège justement pour mieux organiser tout cela. Et pour aider donc les sourds à apprendre les lois du football. Sur le terrain, quelles sont les différentes lois, les différentes règles à respecter. Ça, ce côté pédagogique, ils ont besoin de ça. Et il nous faut un siège pour pouvoir réussir cet objectif-là. C'est clair. D'accord. Alors peut-être en termes de conclusion, on va commencer avec vous, monsieur Walker Onanga. En termes justement de coaching de cette équipe nationale, vous avez un peu vu comment est-ce que les autres ont travaillé. Peut-être, vous qui évoluez peut-être en amateur, il y a des choses qui vous ont peut-être manqué sur le plan professionnel et que vous êtes peut-être ressorti de cette Coupe du Monde, j'arrive, étant outillé désormais en disant si cette chose, je l'avais au Gabon, si cette chose, je l'avais peut-être chez moi, j'aurais pu faire un travail assez excellent pour les enfants. Ok, une fois de plus, merci par rapport à cette question. Je voudrais seulement résumer par rapport à tout ce dont le président venait d'en parler là. Et également à rappeler que nous devons repartir aussi à l'école. L'école, pour moi, c'est quoi? C'est des stages, vraiment des stages, beaucoup de stages. Et par rapport à ces stages, ça permettra que, en plus, nous, le staff, on puisse encore se galvaniser, avoir des nouvelles méthodes d'entraînement, les techniques d'approche par rapport à ces jeunes. J'aimerais encore dire quelque chose de plus ce soir. On peut finir tous les diplômes de l'INGS, mais pour venir entraîner ces jeunes, il y a quelque chose à part. D'accord. Oui, très à part. Ok, Monsieur le Président, on vous a compris. Donc, moi, j'aimerais justement terminer avec Règles du sport, qui est tout simplement le dernier élément qui va clôturer donc, cette plateforme sportive. Règles des sports, c'est maintenant. On se retrouve juste derrière pour vous dire au revoir.
Il s'est tenu à Libreville au Gabon la première installation des délégués Gabon des Jeux du Fadam, le festival africain des arts martiaux, un open mondial de ces arts guerriers ancestraux en Afrique. Une première installation qui a mobilisé certains présidents des fédérations, d'associations et des clubs des arts martiaux et autres sports de combat et qui s'est faite par le président du comité international des Jeux du Fadam en personne. Les Jeux du Fadam, c'est l'open mondial des arts martiaux, mais en Afrique. Donc le but étant de pouvoir fédérer cette jeunesse africaine, aider la jeunesse africaine dans son épanouissement au niveau des arts martiaux et surtout amener plutôt le monde vers l'Afrique et non l'Afrique vers les autres. Aussi manière de pouvoir faire apprécier l'Afrique, que l'Afrique soit vue autrement que l'image et que le cliché qu'on a l'habitude d'afficher à l'Afrique. C'est ça l'objectif principal des Jeux du Fadam. Permettre justement à l'Afrique de faire valoriser son patrimoine culturel. J'ai travaillé énormément pour obtenir cet agrément de jeu. Nous avons commencé déjà par Festival africain des arts martiaux et par la suite, on a enfin obtenu l'agrément pour avoir cette appellation de Jeux du Fadam. Surnommé le Bruce Lee africain à travers le monde, Maître Dominique Satnang a rappelé que cette première installation des délégués nationaux par sa personne est remplie de symboles car il a fait une partie de ses études universitaires au Gabon, étant donc gabonais d'adoption, lui d'origine camerounaise et naturalisé français. Expert mondial de Wushu, Maître Dominique Satnang a également souligné que l'objectif visé par le comité international dont il a la charge est de procéder à l'installation des délégués nationaux des Jeux du Fadam dans au moins 60 pays africains d'ici fin 2024. Je suis toujours heurté, c'est-à-dire frustré de voir l'image qu'on affiche de l'Afrique. Vous savez, l'Africain a fait beaucoup de choses, seulement qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, il est important pour nous-mêmes de prendre le destin en main. C'est à l'Africain de bâtir l'Afrique. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas l'Orient. C'est à l'Africain de bâtir l'Afrique. Vous, en tant que le Bruce Lee africain, est-ce que vous allez mettre plus en exergue la pratique du Wushu dans ces Jeux du Fadam ou bien vous allez véritablement valoriser au même niveau toutes les disciplines martiales? Merci. La réponse, elle est là. Je suis là en tant que président d'une organisation internationale qui fédère tous les arts martiaux. Pour moi, tous les arts se valent, tous les sports se valent. Donc évidemment, que vous venez du Wushu, que vous venez du karaté, que vous venez du taekwondo, tous ils seront traités d'égal. En remplissant les conditions pour être délégué d'un pays qui sont être de nationalité de ce pays ou provenir du milieu sportif ou de la culture sportive. C'est ainsi que le président du comité international a procédé à l'installation de Philippe Chondaison, de nationalité gabonaise, comme délégué Gabon, et de Ernest Walker, ancien ministre gabonais des Sports et de la Culture, comme adjoint. Cette première installation de la délégation Gabon des Jeux du Fadam sera suivie de l'installation d'une équipe élargie qui va accompagner les missions du Festival africain des arts martiaux, à savoir la direction des arts martiaux, celle des affaires culturelles, des affaires économiques, des affaires éducatives, des affaires touristiques et des affaires sociales. Une première installation qui s'est achevée par la démonstration des pratiquants de Wushu et de karaté. Voilà, vous l'avez si bien donc rectifié de vous-même. Il s'agissait là, bien évidemment, du Fadam, donc dans la stat de la semaine. Juste derrière, nous allons nous intéresser à une autre pratique, celle de la nage à dos. Et c'est avec notre spécialiste maison qui nous en parle dans cet élément qui concerne donc les règles de sport. La nage de dos ou dos en natation est un type de nage qui répond à ces règles. Comment se pratique-t-elle et surtout, quels sont ses différents secrets? L'expert international de natation Gomez, Avelino Montero, est avec nous pour y répondre. Allez, suivez-moi pour les explications. La nage en dos pour la natation, déjà au départ de la compétition, de l'épreuve, le départ se fait dans l'eau. Le nageur départ sur le flot. Ensuite, comme les autres, il a à faire 15 mètres maximum sous l'eau. Et après, il doit sortir n'importe quelle partie du corps. Et après, l'exigence, c'est surtout d'être sur le dos. Et comme on l'a dit, il peut se redresser, pivoter sur les côtés, mais sans arriver à faire un angle de 90 degrés avec la surface de l'eau. Donc on est en dos, donc le départ se fait dans l'eau, on ne plonge pas. Donc le nageur est déjà dans l'eau. Alors, avant marque.
Donc là, il peut rester 15 mètres sous l'eau, maximum. Et après, il doit sortir nager. On doit tout le temps voir une partie du corps. Au virage, il peut se retourner exceptionnellement sur le ventre pour faire une culbute, mais il doit repartir toujours sur le dos. Et à l'arrivée, il doit toucher sur le dos avec n'importe quelle partie du corps. Au virage, il peut carrément arriver sur le dos, faire culbute et il repart. Hop. Là, il est essoufflé, il a pris de l'eau, il s'arrête. Donc ça veut dire qu'il a quitté la position sur le dos. Il est disqualifié. OK? Donc il ne doit jamais se redresser pour quitter la position sur le dos. Voilà. À l'arrivée, il doit tout le temps rester sur le dos. Donc on a 3 épreuves, 50, 100 et 200 mètres d'eau. Donc si c'est dans un bassin de 100 mètres, de 50 mètres où on a 100 mètres d'eau, on doit faire aller-retour. Et aujourd'hui, le premier qui arrive, évidemment, comme c'est un sport individuel, aura le meilleur chrono et sera déclaré vainqueur. Ça y est, la nage de dos ou d'eau en natation n'a certainement plus de secrets pour vous. Les bassins des Libreville et autres vous attendent donc pour un tour de nage de dos. Entre-temps, Hervé Aubian et moi, nous vous disons au revoir et surtout, à bientôt pour un nouveau numéro. Voilà, merci donc avec vous, chers invités. On va peut-être terminer quelques mots en 1 minute, coach, et peut-être laisser Monsieur le Président. Je dis un mot, c'est le président qui conclut parce qu'il faudrait avoir l'amabilité de Exactement, respecter. et c'est ça qui est prévu, merci. Bon, en un seul mot, je remercie Gabon 24 par rapport à cette opportunité qui nous a été donnée à dire ceci. Merci d'abord aux journalistes qui ont voyagé avec nous. Merci à cette association qui n'est que notre association qui a pris soin de nous. Nous avons pris soin de se battre pour aller. Mais merci auprès du ministre, le ministre qui a ménagé beaucoup de fois avec son cabinet, sans toutefois oublier le président. Le président a donné le mot d'ordre, on s'est retrouvé de l'autre côté. Et le reste, vous connaissez, ce n'était que de la joie et de la gaieté. Merci encore. OK. Monsieur Ibrahim, en tant que président de cette association. Je dis merci, comme le coach l'a dit, c'est la même chose. Je dis merci à tous, à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette Coupe du Monde et aux journalistes qui nous ont accompagnés, qui nous ont véritablement soutenus, et les responsables du ministère qui nous ont également soutenus. Et parce qu'avant, on a fait beaucoup de voyages, mais on n'avait pas les responsables. Là, c'est une première d'avoir les responsables du ministère qui étaient à nos côtés. Donc on dit aussi merci au ministre de Sport et au président de la transition, parce que sans lui, on n'aurait pas pu effectuer ce voyage-là, parce que l'ancien gouvernement avait moins de considération pour nous. Or là, avec les nouvelles autorités, on se sent beaucoup plus considéré. Nous sommes heureux, mais on dit merci, merci beaucoup. Et on souhaite rencontrer le président de la transition pour lui dire merci en face. Parce qu'à chaque fois qu'on a marqué de but, on faisait le salut militaire et on veut le lui faire en face et lui dire notre sentiment et nos remerciements. C'est lui qui nous a sauvés. Merci, merci beaucoup. Et merci aussi au directeur des sports, Joannick, qui continue de nous soutenir aussi. C'est lui qui a commencé à ouvrir nos portes. Déjà, on a participé au match au Cameroun, au Kenya. Il a toujours été avec nous. Et voilà, on dit merci beaucoup et grâce à lui, on est prêt à aller plus loin. OK. Et l'Office du sport nous a toujours soutenus pour cette Coupe d'Afrique. Merci beaucoup. Et merci à toute la population gabonaise qui nous a soutenus via Internet, via Facebook, à travers les commentaires. Ça nous a motivés à faire un peu plus. Merci, merci à tous.
Merci, Monsieur le Président. Donc, c'était M. Ibrahim Adjagbe, président donc, de l'association Omnisport, sport des sourds du Gabon, qui revient fraîchement de la Malaisie. À ses côtés, Walter Onanga, coach des Panthères du Gabon, qui était donc de ce côté-là, qui ont honoré le vert, jaune et bleu en étant éliminés, on va dire tout simplement, en 8e de finale de cette compétition. Bon vent, messieurs, et que le Seigneur vous accompagne. C'est également la fin de Multisport 24. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. L'actualité se poursuit.